Bienvenue dans le débat de France 24. C'était donc sa tournée d'adieu à l'Europe. Barack Obama vient de rencontrer à Hanovre les dirigeants des grandes puissances européennes à l'issue d'une visite de 2 jours en Allemagne, précédée d'un passage au Royaume-Uni. Il sera bien de retour une dernière fois sur le continent. Ce sera en juillet pour un sommet de l'OTAN à Varsovie. Mais dans toutes les têtes, le président américain est déjà un pied dehors à 8 mois de la fin de son mandat. L'occasion de lancer un vibrant appel aujourd'hui à l'unité de l'Europe. Écoutez. Les États-Unis et le monde entier ont besoin d'une Europe puissante, prospère, démocratique et unie. Et peut-être que vous avez besoin d'un pays extérieur, un pays qui n'est pas européen, pour vous rappeler l'ampleur de ce que vous avez accompli ici. Une unité mise à mal notamment sur un sujet qui intéresse au premier chef les Américains, le traité de libre-échange transatlantique. On va en parler avec nos invités aujourd'hui. D'abord Thomas Negaroff, bonjour, vous êtes historien spécialiste des États-Unis, auteur de Géopolitique des États-Unis d'Amérique aux éditions PUF, paru au mois de juin. Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business, auteur de cet ouvrage, TAFTA, l'accord du plus fort aux éditions Max Malo. Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la Fondation Robert Schuman, et Nicolas Dungan, chercheur à l'Atlantic Council à Washington. Vous êtes aussi conseiller spécial à l'IRIS et vous enseignez à Sciences Po. On va revenir d'abord sur le contexte et le contenu de cette visite avant de parler du désormais fameux TAFT, puisque le sujet est devenu tellement sensible que François Hollande lui a refusé de l'inscrire à l'agenda des discussions. Autour de Barack Obama cet après-midi, il y avait donc le président français, la chancelière Merkel, le premier ministre britannique David Cameron et son homologue italien Matteo Renzi. Jean-Dominique Giuliani, au-delà des mots, il y a effectivement des différends à résoudre entre tous ces dirigeants. C'est de ces quatre-là que dépend réellement l'unité de l'Europe. C'est eux qu'il fallait avoir autour de la table aujourd'hui. Oui, oui, absolument. Et le message de Barack Obama aurait pu être tenu par une autre personnalité ailleurs, mais il est tenu là par un grand allié des Européens et de l'Europe, de leur dire ressaisissez-vous en quelque sorte. Ne désespérez pas à l'intérieur au moment où le monde attend une Europe unie, plus forte, plus à l'offensive. Regardez, vous faites rêver, y compris les migrants qui veulent votre modèle de vie, votre état de droit. Vous avez besoin de vous prendre en main pour la défense. Et aux Britanniques, au passage, un peu le coup de pied de l'âne aussi, arrêtez vos référendums un peu imbéciles. Il faut une personnalité extérieure à l'Europe du poids de Barack Obama pour arriver justement à leur faire prendre conscience. Je crois qu'il peut se le permettre parce qu'il est en fin de mandat et qu'il est un peu libéré, mais je pense que réellement, et c'est un argument sur lequel personnellement j'ai beaucoup travaillé, je crois que le monde a besoin d'une Europe qui va bien, parce que à 2 reprises au XXe siècle, c'est l'Europe qui a mis le feu au monde, en quelque sorte. Donc nous avions réussi jusqu'ici, jusqu'à cette crise, à retrouver une sorte de stabilité, de prospérité. La crise remet en cause beaucoup de choses, et surtout la montée des nationalismes et du populisme est quelque chose de très inquiétant, même si je demeure encore optimiste et je pense que nous pouvons la surmonter. Nicolas Dungan, quel est l'intérêt de Barack Obama à défendre une Europe forte et unie? Et est-ce qu'au contraire, il n'y aurait pas une vision cynique finalement à souhaiter un Royaume-Uni qui se rapproche des États-Unis et qui prenne ses distances avec l'Union européenne et une union qui s'affaiblit? Non, je pense qu'il faut prendre Barack Obama au mot. D'abord, une Grande-Bretagne alliée des États-Unis est beaucoup plus influente au sein d'une Europe forte et influente que toute seule dans l'océan Atlantique. Et si le Brexit avait eu lieu le 23 juin, c'est clair que la Grande-Bretagne en serait sensiblement affaiblie. Donc ça, c'est une chose. Donc son message... Oui, mais pour les intérêts américains, c'est forcément négatif. L'impact immédiat, on le ressentira aux États-Unis. Parce qu'on a besoin d'alliés fiables. Alors, et on a besoin d'une Europe... Les États-Unis ont besoin d'une Europe aussi unie et aussi forte que possible. Oui, le problème, c'est que, si vous voulez, il n'y a pas d'autres porteurs du flambeau des valeurs humanistes occidentales. Alors, il y a une autre partie, à mon avis, de la visite d'Obama, c'est un message aux Américains. Parce que Hillary Clinton souhaite une politique étrangère beaucoup plus musclée.
Or, Obama a à plusieurs reprises mis l'accent sur le fait que la diplomatie doit précéder l'intervention militaire. Et Donald Trump, c'est America First, c'est le retour de ce qu'on a vu aux années 20 et aux années 30, le protectionnisme, le nationalisme économique. Et donc, il y a un message aussi aux Américains. Parce que quand un président des États-Unis va à l'étranger, et surtout à Londres et en Allemagne, chez nos alliés, parce qu'on parle aux États-Unis d'alliés, et ça veut dire que l'OTAN a une place principale aussi dans la mentalité des Américains vis-à-vis de la relation transatlantique. Donc, ça c'est vu aux États-Unis et ça se ressent. Il est sincère, Thomas Negarov, Barack Obama aujourd'hui. Est-ce qu'il est délivré même des contingences? Est-ce qu'il parle avec son cœur d'une certaine manière ou est-ce qu'il y a les intérêts américains derrière? Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Et surtout, je crois que pour un président américain, parler avec son cœur, c'est parler pour les intérêts américains. Je ne crois pas du tout une seconde que le président américain s'intéresse à la construction européenne en tant que telle. Les Américains et les présidents américains font preuve d'ailleurs d'une très grande permanence. Vous m'avez lancé en me disant, est-ce que c'est maintenant qu'il est libéré de ses contingences? Mais ce discours, il a prononcé exactement le même pendant sa campagne électorale de 2008, où il faut que les Européens soient fiers de leur construction, etc. Parce que pour les États-Unis, l'Europe, et c'est une vérité qui est absolument qui ne change pas d'un président à l'autre, qu'on soit républicain ou démocrate, c'est que l'Europe, elle est bonne pour les Américains quand elle est suffisamment forte pour soutenir les États-Unis, mais pas si forte qu'elle pourrait nuire aux intérêts américains. On le voit par exemple avec la question de l'OTAN. On imagine mal une défense commune européenne qui nuirait aux intérêts de l'OTAN. Bien sûr, et en 1998, quand il y a eu le sommet de Saint-Malo et qu'on s'est mis d'accord entre Français et Britanniques pour lancer enfin cette armée européenne, que vous connaissez bien, la Fondation Schuman, mais ça s'est fait sous quel couvercle? Sous le couvercle de l'OTAN. Oui. Et donc les Américains ont besoin des Britanniques dans l'Europe, parce que depuis les années 60, les Britanniques sont, et c'est le général de Gaulle qui l'avait dit, et je crois qu'il ne s'était pas trompé, une sorte de cheval de Troie des Américains en Europe, sans forcément le côté cynique et négatif. C'est juste un allié supplémentaire en Europe, et les Américains savent bien, pour répondre aussi à votre question, que si les Britanniques ne sont plus dans l'Europe, c'est une Europe qui peut avoir tendance à s'autonomiser davantage. Souvenez-vous des réactions des Américains lorsque les Français et les Allemands avaient dit non à l'intervention en Irak en 2003, ont stigmatisé les divisions européennes. Ça, c'est très américain d'utiliser les divisions européennes pour affaiblir le continent quand il peut nuire aux intérêts américains. Et au contraire, quand c'est le cas aujourd'hui, à savoir qu'une division pourrait nuire aux mêmes intérêts américains, dire « mais non, vous êtes formidables, c'est une grande aventure collective avec nous de l'extérieur ». Et on peut aussi avoir une attitude un peu choquée de voir un président américain qui arrive et qui fait preuve d'une telle ingérence en Europe. Enfin, on n'est pas en 1945. Thomas Porcher, on voit Barack Obama appeler à une Europe unie, presque une Europe unie autour d'Angela Merkel. Notre correspondante tout à l'heure citait cet exemple, cette phrase de Kissinger, quand on souhaite joindre l'Europe, on ne sait pas quel numéro appeler. Aujourd'hui, c'est le plus 49. Très clairement, on a l'impression que Barack Obama a intronisé, d'ailleurs c'était le cas déjà lors de sa campagne de 2008, mais c'est particulièrement vrai aujourd'hui, Angela Merkel comme l'exemple à suivre. Est-ce que c'est pas un peu ironique quand on sait que la chancelière allemande a quand même été écoutée par la NSC et que ça a été facteur d'énormes tensions avec les États-Unis? Je pense, moi, qu'on n'avait pas besoin de Barack Obama pour nous rappeler qu'il y avait un leader européen qui était Angela Merkel. On le voit bien. On voit bien que même les politiques qui sont menées en France, parfois, ont pour but quand même de satisfaire la Commission. Et on voit que les politiques de Commission sont un peu de la Commission de Bruxelles sont un peu sur mesure par rapport à l'économie allemande. Faut pas être aveugle. Aujourd'hui, l'Europe, ça part dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le sentiment européen. Les jeunes sont profondément européens au fond d'eux. Erasmus, ils se marient, etc. On a vu, il y a des preuves. Ils sont très attachés à l'Europe. Et c'est pour ça que beaucoup sont choqués par le sort qu'il y a aux jeunes Grecs, aux jeunes Espagnols qui ont plus de 50% de chômage et qui subissent des plans d'austérité qui sont juste scandaleux. Donc l'Europe part dans tous les sens. Vous avez l'Autriche qui va bien économiquement avec une extrême droite qui monte en puissance. Le Royaume-Uni qui veut sortir de l'Europe. Donc ça part vraiment dans tous les sens. Donc là, je pense qu'il est normal qu'un président, et même si je suis entièrement d'accord avec vous, c'est très choquant, on peut voir ça un peu comme une ingérence, mais il est normal que dans ce contexte, n'importe qui, qu'il soit président américain ou président de n'importe quelle autre nation, dirait oui, attention, calmez-vous, restez unis, tout va bien. Et restez unis autour de qui? La première économie, l'Allemagne. Et puis aussi parce que le TAFTA, dont on va parler abondamment plus tard, en tout cas quand vous le dessinerez, l'interlocuteur numéro 1, c'est l'Allemagne et les industriels allemands qui sont les plus à pousser en Europe pour le TAFTA. Donc s'il va voir Merkel, c'est aussi parce qu'il reconnaît en elle peut-être la première puissance économique européenne, mais aussi le principal allié dans ce dossier qui lui tient tant à cœur. Il vante le leadership d'Angela Merkel sur la question des réfugiés.
concrètement qu'ont fait les États-Unis sur cette question-là, Jean-Dominique Giuliani? Oui, ils n'ont pas fait grand-chose, n'est-ce pas? Mais je voudrais revenir un instant sur ce qui vient d'être dit. Le contexte a quand même beaucoup changé, n'est-ce pas? Vous dites Merkel, oui, pour le business peut-être. En attendant, pour combattre le terrorisme, c'est plutôt la France, l'allié privilégié des États-Unis en ce moment. Et d'ailleurs, ça fait débat au Royaume-Uni. Donc, le problème, c'est que l'Europe... Ce sont des alliances à géométrie variable? Non, le problème, c'est que l'Europe n'a jamais voulu construire sa défense. Même individuellement, les États membres n'ont pas voulu dépenser de l'argent. Ils continuent à baisser leur budget. Donc, il le dit, celui qui assure la défense de l'Europe, il est en droit aussi de dire, écoutez, les amis, vous êtes gentils, mais moi, j'ai un problème dans le Pacifique, etc. C'est ça aussi. Et le contexte a énormément changé en termes sécuritaires, en termes économiques aussi. Alors, c'est vrai que la Commission européenne, mais c'est pas seulement pour l'Allemagne, n'est-ce pas, qu'elle fait cette politique, c'est aussi pour tous les États du Nord, n'est-ce pas, qui sont d'accord sur le fait que quand on a 2000 milliards d'euros de dette, il faut commencer à la restreindre et qu'on n'ait pas l'économie américaine qui peut imprimer des billets comme ça. Les budgets, c'est aussi couper les dépenses dans la défense. 32% du PIB français, c'est la protection sociale au sens large. C'est le record du monde. C'est pas un chiffre américain, ça. Donc nous avons un problème. Et 1,7%. C'est un choix de société. Et non, oui, enfin, c'est un choix de société. Société socialiste, alors, si vous voulez, avec 1,7 du PIB pour la défense. Et en attendant, c'est les Américains. Moins que les Britanniques. Moins que les Britanniques. D'accord, 32% pour la Qui nous protection demande aussi sociale. de couper dans la dépense et de rééquilibrer nos déficits. Est-ce que ce sont les marchés financiers? Non, nos taux d'intérêt sont extrêmement faibles. C'est le bon sens. Ah non, c'est pas le bon sens. C'est le bon sens de Bruxelles imposé par l'Allemagne. C'est la prudence, si nous voulons continuer. Prudence vis-à-vis de qui? Nous avons des taux pour d'intérêt témoignage plus faibles en du problème Europe. Nicolas Duncan, oui. Là, je prends pour témoignage du problème européen cette conversation. Parce que vous partez de l'idée que vous devez avoir raison et l'autre doit avoir tort. Et si vous allez faire ça, vous n'allez pas faire l'Europe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Barack Obama est venu et qu'il a réuni les 4 puissances de l'Europe occidentale, parce qu'il faut que vous vous mettiez d'accord sur des choses simples. Alors, j'ai fait un article qui fait la une du mensuel de Chatham House ce mois-ci, et qui s'appelle « Europe must recapture its political vision ». L'Europe doit retrouver sa vision politique. On ne peut pas faire ça si on souhaite se disputer plutôt que de se mettre Est-ce d'accord. qu'on a ce même accord entre États américains, par exemple, sur des questions aussi fondamentales que Absolument ceux qui pas, appliquent mais la peine de mort Non, on n'en a pas besoin parce qu'on a un gouvernement fédéral. Voilà. Il n'y a pas de gouvernement fédéral en Europe. L'Europe, malgré le Parlement européen, reste interétatique à tous les autres niveaux, y compris à la Commission et surtout au Conseil. Et d'ailleurs, et j'y fais référence dans cet article, le Conseil européen est devenu non pas du tout une sorte de Sénat mouvant où il y a des ministres des Affaires étrangères ou les ministres des économies. C'est devenu un outil de gestion de crise où on ne, avec que des chefs d'État et de gouvernement. Donc les dysfonctionnements de l'Europe, son incapacité à prévoir et à décider à l'avance des politiques sur l'Ukraine, sur la Russie, sur la Méditerranée, sur les réfugiés, fait que l'Europe ne fait que réagir. Et même Merkel ne fait que réagir. Et d'ailleurs, c'est un peu dans ses gènes parce que le système... Déjà sur la crise de 2007, elle avait... D'ailleurs, c'est beaucoup Nicolas Sarkozy qui l'avait incité à réagir. Exactement. Elle réagit bien, souvent, mais il ne suffit pas de réagir. Il faut avoir des politiques arrêtées à l'avance. Mais il ne suffit pas non plus de décréter qu'on a une vision commune. Ça se décrète pas, il faut la trouver. Oui, mais c'est peut-être le principal problème de la construction européenne. Il faut la volonté pour la trouver avant de pouvoir la trouver. Oui, d'accord. Alors, la volonté de le vouloir, ça devient un peu compliqué. Et là, pendant ce temps-là, l'histoire avance. Envie d'avoir envie. Certains disent ça. Mais donc, c'est un peu problématique, je trouve, d'arriver et de dire, il faut que les Européens se mettent d'accord. Mais enfin, autour de quoi? C'est quoi nos projets de société? On parlait de projets de société, on n'a pas les mêmes, manifestement. On n'a même pas les mêmes options géopolitiques. Il y a des pays neutres en Europe, il y a des pays qui sont plutôt atlantistes, des pays qui sont plutôt... Oui, mais on n'a pas fait l'Europe... Mais on en revient à cette crise des réfugiés qui aujourd'hui est le problème numéro 1 en Europe, en tout cas le problème le plus urgent à régler. Que proposent les États-Unis pour permettre une sortie de crise? C'est pas la place des États-Unis de proposer une sortie de crise, c'est la place des États-Unis de dire aux dirigeants européens, c'est à vous de trouver une sortie de crise parce que c'est votre continent. Mais ça nous affecte les États-Unis et c'est là où, en fait, on est d'accord parce que le rôle du président des États-Unis, c'est pas une ingérence, mais parce qu'il n'a pas cherché à imposer une politique, mais il a cherché
à souligner l'urgence et à souligner la responsabilité des Européens que, non seulement dans le domaine de la défense, on a tendance à y penser parce que les Américains se plaignent régulièrement du fait qu'ils portent le fardeau économique le plus grand de l'OTAN. Mais là, je pense qu'il ne s'agit pas seulement des questions sécuritaires, il s'agit aussi des questions politiques où l'Europe doit avoir des positions communes et sans lesquelles les différents gouvernements continueront à se disputer et à ne pas être d'accord, même dans la pratique. Là, entre la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne, vous avez 3 positions différentes sur les réfugiés. C'est pas tenable. C'est pas tenable si on va avoir une Union européenne. Ouais. Si vous voulez... Jean Monnet disait l'Europe est née des crises. L'Europe, c'est né des crises et c'est la somme des réponses apportées à ces crises. C'est vraiment ça la construction européenne. Quand on regarde l'histoire de la construction, il n'y a jamais eu des gens qui ont dit, à part des fondateurs, non, mais il y a toujours eu des coups d'arrêt. Non, Jean-Dominique Giuliani. Non, l'Europe progresse dans les crises parce que lorsque les leaders nationaux, les nôtres, ne sont pas à la hauteur des enjeux. S'ils étaient à la hauteur des enjeux, ils surmonteraient leurs différences. Et 5 ans après la guerre, 5 ans après l'arrêt des combats, il y a Jean Monnet, inspirateur, Schuman, avec la poitrine au vent, qui a pris la responsabilité de dire plus jamais ça. Et, de Gaulle et Adenauer à la cathédrale il n'a pas fait de Reims. référendum, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'a pas fait appel à la société civile. Il a pris ses responsabilités. Ça a été plébiscité dans le monde entier. Aujourd'hui, ma petite c'était avant Internet. Dès 1954, le Parlement français ne venait pas d'une communauté européenne de défense. D'accord. Dès 1954. N'empêche que ça a été une rupture, ça a été un tournant vers une Europe. Bon, elle est imparfaite, je suis d'accord avec vous, elle a plein. N'empêche que c'est des ruptures. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'hommes à la hauteur ou de femmes à la hauteur des enjeux. Un mot très rapide de Thomas Negaroff. J'ai quand même le sentiment qu'à partir du moment où on n'a jamais réussi à approfondir, pour avancer, on a élargi. Et on arrive à ce paradoxe qu'en ayant élargi de plus en plus, on ne peut plus approfondir. On va en reparler dans un instant et on reviendra là cette fois-ci sur ce traité transatlantique qui fait tant débat ici en Europe. Restez avec nous, une courte pause, on se retrouve dans un instant.